Bonjour les amis chimistes, les apprentis chimistes et les collègues. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une de mes anciennes étudiantes, Agathe. Bonjour à tous. Voilà, Agathe, tu es étudiante à Chimie Montpellier en deuxième année. Ouais. Super. Et tu as été mon étudiante il y a 2 ans ça, en PC. Prépa, oui. Je voulais te poser pas mal de questions. On va faire une première interview. On va surtout parler de la classe préparatoire. Donc, c'est des conseils qui peuvent servir soit, je pense, pour des lycéens, du vécu qui peuvent servir pour des lycéens qui sont hésitants pour faire une classe prépa. Ça peut aussi être intéressant pour des étudiants qui sont justement en classe prépa, qui traversent cette période qui n'est pas toujours facile. Voilà, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Et je pense qu'Agathe, elle peut nous donner le vécu de l'intérieur avec des solutions. Et on fera une deuxième interview où on parlera plus de l'école d'ingénieur chimiste, et de ce que tu as envie de nous raconter aussi. Ok, pas de souci. Voilà. Première question, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que déjà, tu peux me donner, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as rencontrée en classe prépa, notamment quand tu es arrivé en première année? Je dirais se connaître. Je pense qu'en sortant du lycée, on ne se connaît pas forcément, on est un peu dans ce format de l'école, enfin du système éducatif où on doit répondre à un certain cahier de charge, entre guillemets. On arrive en prépa, on se rend compte qu'on n'a pas forcément été préparé à la charge de travail et même à comment on va réagir. Et même en essayant de se préparer, on ne sait jamais comment on va devenir. Et ouais, je pense que ça a été le plus grand challenge finalement, c'est de s'apprendre à se connaître et de réagir en fonction pour justement tenir les 2 ans, voire 3, et d'avoir ces concours. Quelle info tu as récupéré dès le début de la prépa que tu aurais peut-être aimé avoir avant? Je pensais que j'étais une bonne élève qui faisait partie des meilleurs et j'arrive dans une prépa où finalement on est tous pareils et on ne se retrouve plus dans le top 3, mais à la fin, avant-dernière place, mais là ça fait un petit choc et finalement c'est prendre un peu de recul sur soi, se dire que c'est pas parce que le premier coup n'a pas fonctionné qu'il faut s'arrêter à ça et au contraire persévérer et s'améliorer. Et tu en es la preuve vivante puisque du coup tu dis avant-dernière en début de première année et au final elle décroche Chimie Montpellier 2 ans plus tard, qui est quand même une excellente école. Quasiment, je pense qu'on peut vouloir de mieux pour un futur chimiste. Finalement, c'était l'objectif, c'était Chimie Montpellier. Mais pas en rentrant. Pas en rentrant. Je savais. En fait, la prépa est apparue pour moi comme une bonne solution parce que je ne savais pas quoi choisir entre maths, physique ou chimie. Et j'ai trouvé, en faisant quelques recherches, la PCSI qui avait finalement tout ça. Et je me suis dit, pendant ces 2 ans, je vais essayer de trouver quelle filière me correspond le plus. Au bout de la première année, je savais que je préférais la chimie, mais je ne savais pas quelle école. Et pendant la deuxième année, début de deuxième année, j'ai fait des recherches. Et la première école sur laquelle je suis tombée, c'est l'ENSCEM, donc Chimie Montpellier. Et finalement, me voilà où je suis. Ok, parfait. Je veux bien revenir sur ce début de prépa parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Où, du coup, effectivement, il y a ce phénomène où, en fait, quelle que soit la prépa, ici on a Fermat, qui est en plus une prépa où, effectivement, le niveau est très élevé. Donc, le début de la première année est particulièrement piquant. C'est peut-être moins le cas. Moi, dans d'autres prépas où j'ai travaillé, où les choses se font, on va dire, de manière un peu plus lisse et un peu plus en douceur. En tout cas, on prend énormément de très bons étudiants qui du coup étaient peut-être premiers, deuxièmes dans leur classe et comme on les mélange ensemble, on réétale les notes et forcément il y a mécaniquement la moyenne des notes qui va être divisée par 2, très souvent. Donc ça c'est un phénomène. Il faut s'y préparer parce que quand on ne sait pas forcément ça fait plus mal, mais si on s'y prépare ça peut aller. Et la question que j'ai envie de te poser c'est en fait comment tu as surmonté ça? Comment tu as réussi à t'adapter pour accepter le fait de repartir de tout en bas et de regravir? Je me suis, déjà dans un premier temps, je me suis vraiment mangé le mur. Il n'y a pas meilleure expression que ça. Ouais. C'est vraiment, j'ai passé, je pense, la première partie, rentrée jusque, c'est quand les vacances de la Toussaint, je dirais, à me prendre la prépa en pleine figure finalement, à me dire, c'est dur, j'ai peut-être pas forcément le niveau, mais il y a ça aussi, il y a cet étalement de notes où on est habitué au lycée, ou du moins dans mon lycée, j'étais habituée à avoir des 18, 19, 20. Et là, je me prends ma première note en dessous de la moyenne, ça fait mal forcément. Mais après, il y a eu les vacances, donc ça fait une bonne coupure. Et là, je me suis dit, il va falloir se reprendre en main, donc revoir ce que je faisais avant qui ne fonctionnait pas. Et c'était clairement ma manière de travailler qui n'était pas efficace. Et j'en ai pas mal parlé autour de moi et j'ai une tante qui justement a aidé pas mal de personnes justement comme ça à s'organiser. Elle me dit, mais d'abord, commence par lister ce que tu as à faire. Donc je commençais chaque fin de week-end à lister tout ce que j'avais à faire. Après, elle me disait, accorde-leur du temps. Le temps que tu penses pouvoir... qui te permettra de finir ces tâches-là, tout en prenant en compte l'imprévu, parce qu'il y a toujours l'imprévu. Ouais. C'est la fameuse loi de Murphy, je l'aime bien celle-là. T'as la loi de Pareto aussi, tu connais la loi de Pareto? Celle-là, non. Ok. Finis d'abord ton propos et je t'en parle après. Du
la loi de Murphy, faire attention, mais tout en restant raisonnable. Et après, classer par ordre de priorité, donc l'urgent, l'important, l'urgent et important, le rien du tout. Et en fonction de ça, faire mon programme. Donc j'ai essayé de faire ça, mais ça ne fonctionnait pas forcément très bien au début parce que je ne prenais pas en compte ma semaine. Et la semaine en prépa, c'est fatigant. Il y a des moments où on va avoir des cols, où il va falloir préparer aussi le DS pour le samedi. Et il y a des moments où on est plus à même de travailler certaines matières que d'autres. Et ça, il m'a fallu encore du temps pour peaufiner du coup, cette méthode-là et prendre en compte mon état et même savoir combien de temps j'allais mettre sur certaines choses. Et arrivé en deuxième année, je pense que c'est là où vraiment j'ai réussi à être efficace et à faire attention à mon hygiène de vie aussi. Ouais. Alors je te rejoins déjà pour résumer du coup ce que tu as dit et c'est exactement ce que je préconise. Ça va être prioriser, savoir prioriser effectivement et savoir donner en gros des temps limites à accorder à chaque tâche. Et donc ça veut dire, ce qui est sous-jacent à ce que tu as dit, on en a parlé en off avant, accepter l'imperfection, absolument. Beaucoup. Parce que du coup tu m'as dit que tu étais aussi en arrivant très perfectionniste. Oui. Trop. Ça peut être votre pire ennemi aussi en prépa parce qu'il y a un moment donné où en fait il faut passer d'une tâche à l'autre et se dire si j'ai accompli 70% de la tâche, alors peut-être que c'est suffisant pour suivre bien la séance avec le professeur. Alors que si j'accomplis 100% de la tâche, peut-être que je vais me coucher à 2h du mat et que finalement je ne serai plus en état de suivre. Et ça c'est le travers, je pense, dans lequel on tombe le plus souvent en première année, c'est de vouloir tout faire à 100%, ce qui est en fait c'est pas faisable. Ça me fait penser, il y a aussi un moment où on est perfectionniste dans le sens où, pour la rédaction, en prépa, ça va vite, les cours vont vite. Et il y a toujours ce truc de je veux que mon cours soit propre, avec plein de couleurs, qu'il n'y ait pas de rature, du coup j'ai du blanco. Mais en concours, on n'a pas le droit au blanco parce qu'il y a plein de raisons, X et Y. Et du coup, il faut s'habituer à rayer. Et ça a été un peu compliqué. Et je pense qu'à partir du moment où, bêtement, on arrive à rayer et reprendre la suite du cours pour écrire la bonne chose, ça semble vraiment anodin. Mais à partir du moment où on a fait ce pas-là, c'est plus facile après quand on travaille chez soi, d'arrêter plutôt son travail parce qu'on se dit, dans tous les cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, c'est ça aussi. Accepter qu'on a fait notre maximum, qu'on n'est pas des machines et que il y a un moment où on ne peut pas être parfait et continuer malgré tout. Puis tu disais tout à l'heure, effectivement, prévoir l'imprévu, vous n'êtes pas des machines. Donc il y a un moment où des fois, alors il faudrait réussir à se détacher des notes, mais parfois tu prends une caisse, émotionnellement tu es un peu sous l'eau, tu vas peut-être moins bien travailler que ce que tu avais prévu. Et donc oui, vous n'êtes pas des machines. Oui. Et donc il faut tenir compte de tout ça, effectivement. Et je pense qu'un des premiers gros chantiers quand on arrive en prépa, si on récapitule ce qu'on vient de dire, c'est accepter l'imperfection et d'avancer, d'être juste meilleur que la veille, mais pas de tout faire à 100%. Et ensuite de planifier avec des priorités et des durées. Beaucoup. Et donc déjà, si on part avec ces deux armes-là, on n'est pas trop mal. C'est un bon départ. Mais après, il faut prendre aussi en compte qu'on est tous différents. Et pour rebondir là sur les notes, je sais qu'il y en avait, quand ils se ramassaient à des DS, c'était un moteur pour eux, justement, de se dire je vais faire mieux la prochaine fois, ça sera en soi plus simple parce que la barre n'est pas si haute que ça. Si j'ai pris 4, je peux avoir 6 la prochaine fois. Typiquement, c'était ça. Moi, je sais que je ne fonctionnais pas comme ça, je me prenais mauvaises notes, il fallait que je la digère et que je passe à autre chose. Après, c'est ça qui est bien aussi à Fermat, c'est qu'il n'y a pas trop cette ambiance de compétition dans les classes. Réellement, non, il n'y en a pas. Mais en réalité, moi, dans les classes prépa dans lesquelles j'ai travaillé, il n'y a pas cette ambiance de compétition dans les classes. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qu'on ressent de l'extérieur, mais de l'intérieur, il y a plus de l'entraide qu'autre chose. Et dans votre promo, c'était le cas. C'était énormément d'entraide. Mais après, il y a toujours ce truc de se dire, j'ai pas réussi à progresser. Enfin, mes notes montrent que je n'ai pas réussi à progresser. Qu'est-ce qui cloche ? Donc il y a ce problème de détachement de notes qui est aussi compliqué à avoir parce qu'on est forcément focalisé sur notre progression et la seule matière qu'on ait vraiment, c'est ce système de notes. Comme je l'explique parfois, il y a un biais dans le système de notation, c'est-à-dire que quand on apprend une nouvelle compétence, normalement, on progresse, on progresse. Et en fait, l'évaluation, il faudrait la faire quand on arrive au bout de progression. Et en prépa, en fait, les programmes sont tellement denses et que le roulement des DS est trop rapide, ce qui fait que souvent, vous êtes dans la courbe de progression et on va évaluer avant d'arriver sur le palier, et ce qui fait que quelque part, quelqu'un qui maintient une moyenne déjà est en progression de base. Donc il y a aussi, ça après il faut le voir de l'intérieur, il faut connaître un peu les mécanismes, mais souvent on voit d'ailleurs que sur une thématique, vous progressez encore 2 semaines après un DS sur la thématique qui a déjà été évaluée. Et bon, autre question, on va parler, parce que là on parle beaucoup des difficultés, il y a effectivement beaucoup de difficultés. La prépa c'est un petit peu effectivement être face à vous-même, vous découvrir et surmonter des difficultés, c'est ce que tu as retranscrit un petit peu. Et si tu devais nous raconter la plus grande satisfaction, soit instantanée pendant que tu y étais, soit que tu en as retiré après, soit les deux, qu'est-ce qui te vient ? Ça, c'est la récré, ça y est.
Point de vue uniquement personnel, je pense que c'est quand j'ai eu les résultats d'admission. Ouais. Parce que c'était vraiment la récompense ultime pour tout ce travail. Ouais. Alors, je me suis dit, ok, ces 2 ans, ça servait pour ça, et c'est maintenant que tous mes efforts payent. Ouais. Ça, c'est vraiment point de vue personnel. Après, et du coup, dans une école où tu te plais, et donc tu nous raconteras dans l'interview d'après. Bien sûr. Dans l'épisode 2. Pas de souci. Après, sur un point de vue un peu plus collectif et vie à Fermat, il y avait quand même... tout est fait ici pour qu'on travaille dans de bonnes conditions, dans le sens où l'école est quand même ouverte tard pour nous permettre de travailler longtemps à l'école. Et on mange sur place, on vit quasiment... si on a l'internat, on vit tout le temps à l'école. Ouais. Mais il y a ce côté où forcément, on crée des liens avec les personnes qui y sont aussi et qui vivent la même chose que nous. Et forcément, ça crée des amitiés très importantes, très fortes. Et je pense que la meilleure chose que j'ai tirée finalement de cette prépa, c'est pas tant l'école, c'est surtout ce groupe d'amis à l'intérieur duquel on a tous grandi et on se retrouve tous maintenant 2 ans encore après. Et je pense que ça va durer. Et après, si je devais dire le meilleur souvenir, je pense que c'est en 2e année quand on a fait le week-end au ski, où finalement on avait tous passé nos vacances de Noël à travailler parce que c'est la prépa et même s'il y avait les fêtes, on travaille. Et 2 semaines après, c'était le week-end au ski et juste d'avoir tous ensemble, toute la classe déconnectée pendant 2 jours. Ouais. Je pensais pas que ça allait être si bénéfique, mais juste on avait tous rangé nos cours. On était juste là à dire ok, on va skier, point. S'arrêter là, on s'est amusé, il faisait beau, on était tous ensemble, c'était que de bons souvenirs, vraiment. Et je pense que ça aussi, c'est important de voir autre chose que ces cahiers. Ouais, créer des liens forts, tu crées des liens forts et je confirme, moi j'ai d'anciens étudiants il y a 10-12 ans et parmi leurs amis proches, ils comptent encore des amis effectivement qu'ils avaient en prépa. Donc comme quoi, on traverse des choses difficiles ensemble, on crée des liens forts et ça c'est vrai. Bon, j'espérais quand même qu'elle allait dire que les cours de chimie c'était... mais c'est loupé, mais c'est pas grave. Me servent encore. Ça fait plaisir. Non mais je plaisante. Ok, super. Et si tu devais du coup aller voir l'Agathe de l'époque en première ou en 2e année comme tu veux, que tu devais lui donner un conseil, en une phrase ou 2. Dormir. Un mot. Dormir. Dormir, ok. Dormir. Et si je te demande de développer un petit peu? Bien sûr. J'ai tellement voulu être perfectionniste que je grattais sur mon temps de sommeil. Donc en première année, je me couchais vers minuit, 1h. Et ça se répercutait sur mon état d'attention en cours. Et je m'endormais. Du coup, solution que j'ai trouvée, première solution, c'était le café. Sauf que le café, à cause de problèmes de santé, j'ai pas pu continuer. Donc j'ai dû trouver une autre solution. Et la solution, c'était de dormir plus. Donc là, je me suis imposée... Le café ne remplace pas le sommeil. Non, j'ai bien remarqué. Et j'ai du coup pris la décision de m'imposer chaque soir de dormir au plus... Enfin, d'éteindre tout et d'éteindre la lumière et de dormir à 22h30 maximum. Parfois, je décalais quand même, parce qu'on n'est pas parfait, je décalais vers 23h, mais je m'imposais au moins ça. Donc ça me faisait 7 ou 8 heures de sommeil, et c'est le minimum requis, je pense, pour tenir, que ce soit au niveau de la concentration en classe, mais aussi de ses émotions. Il y a un moment où on n'a plus de sommeil, on a fleur de peau, on réagit pour la moindre chose. Et là, comme on disait tout à l'heure, les mauvaises notes, tu peux pas gérer, on l'encaisse pas. Ouais. On l'a subi. Et donc oui, dormir c'est très important. Et même, on sera plus efficace. Enfin, j'ai remarqué, j'étais beaucoup plus efficace en travaillant moins, en dormant plus, qu'en essayant absolument de finir tous mes exercices. Avoir une crise de nerfs parce que je ne trouvais pas la solution. Et... Tu prêches pour ma paroisse tellement, parce que moi je me tue à passer ce message-là, mais effectivement l'heure de sommeil vaut mieux qu'une heure de travail. Oui. Ça c'est clair et net. En fait le sommeil ça impacte tout, ça va impacter l'irritabilité, ça va impacter vos performances cognitives, ça va impacter la gestion des émotions, ça va impacter la mémoire et surtout, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça impacte aussi votre capacité d'auto-jugement. Donc je mets longtemps avant de me rendre compte que je suis en perte de vitesse, en perte de performance. Et le moment où je me rends compte, c'est que déjà, je sous-performe depuis longtemps. Donc vraiment, le sommeil, c'est un truc sur lequel on ne peut pas cutter. C'est bien que tu t'en sois rendu compte. Oui. Après, c'est marrant parce que tu nous as raconté du coup le truc très dur des notes, on ne voit pas la progression, mais que tu as vécu surtout, je crois, en première année. Oui. Moi, j'ai été ton prof en 2e année et moi, j'ai vu une progression et une Agathe qui s'affirmait de plus en plus, où tu t'affirmais, tu prenais confiance et à la fin, tu avais vraiment un bon niveau qui t'a permis d'atteindre l'école, quoi. Donc moi, j'ai vu aussi, entre guillemets, je t'ai plus vu dans l'année où en fait on a trouvé les solutions, oui. Où tu as trouvé toi des solutions pour toi et où ça a fonctionné. Oui. Donc comme quoi, même avec un démarrage très difficile, on peut ensuite trouver le tremplin et réussir, quoi. Il faut être dans cette optique de je ne vais pas rester dans cette situation-là, je ne vais pas subir
pendant 2 voire 3 ans, il faut que je change quelque chose pour aller mieux. C'est vraiment ce petit déclic qu'il faut avoir, je pense. Ouais. Parce que, il y en a, ils restent forcément focus sur leur méthode de travail qui marchait au lycée, mais la prépa, c'est pas le lycée. C'est ça. En fait, c'est différent. Il faut se sortir de ce moule-là et trouver ses marques ailleurs. Il y a ça, et je pense qu'il faut s'ouvrir aussi. C'est-à-dire, moi, je peux parler côté prof. C'est beaucoup plus facile d'épauler un étudiant qui s'ouvre un peu et qui communique. Toi, par exemple, je sais qu'avec toi, je savais tout de suite si ça allait ou si ça allait pas. Des fois, tu arrivais en TIPE, tu étais à fond, et puis des fois, je sentais que aujourd'hui, c'est dur. Et on s'adapte. Et ça va être beaucoup plus dur avec un étudiant en fait, qui se ferme dans sa coquille, qui ne veut pas changer ses méthodes, qui ne veut pas changer sa manière de faire, qui ne veut pas communiquer. Nous, en tant que prof, là, on peut se retrouver un petit peu impuissant, incompétent. Quoi. Donc, c'est vrai que. Et toi, comme s'il y avait besoin d'aide, s'il y avait besoin d'épauler, etc., bon, globalement, tu as tout fait toi-même, mais on le savait. C'était encore mieux, dans ce cas-là, on va dire, je dirais, pour traverser sereinement un petit peu ces périodes-là. Donc, non, félicitations, beau parcours. Merci. Bravo. Après, si je devais donner aussi un autre conseil, pour rebondir à ce que vous disiez, c'est vraiment... Elle ne me tutoie pas encore, mais pardon, ça ne va pas tarder. Non, vas-y, sens-toi libre. Ça serait vraiment de parler... Enfin, je disais, j'ai un groupe d'amis avec qui je suis très proche, et typiquement, le matin, à nos têtes, on savait si oui ou non on avait réussi à faire ce qu'on voulait, si oui ou non on avait bien dormi, et juste d'en parler et de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait la différence. Ouais. Il y en a qui veulent faire absolument cavaler seul. Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Enfin, du moins, pour moi, ça n'aurait jamais marché, je le sais. La famille, c'est quelque chose, ça fonctionne, mais ils ne savent pas par quoi on passe réellement et nos états d'âme à des moments précis. Alors que les amis qui sont dans la même classe, qui ont les mêmes cours, les mêmes exercices, les mêmes DS, ils savent. Ils savent, et même à force, on se connaissait par cœur à la fin, on connaissait tous les uns des autres. Et c'est important de savoir qu'on peut avoir un soutien aussi proche de nous qui est constamment là finalement. Qu'est-ce que tu dirais à un lycéen qui est hésitant, qui a envie d'aller en classe prépa, mais qui a un peu peur? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Est-ce que ça dépend? Moi je dirais déjà, premier point, c'est pas grave si on ne sait pas ce qu'on veut faire après. C'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. Moi je suis rentrée en prépa, je ne savais pas ce que je voulais faire et justement j'étais là, ça peut être une solution. Clairement, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est une option qui se tient, effectivement. Qui est pas mal parce que ça reste quand même très large et on peut toucher un peu à tout. Donc il faut juste savoir si on est un peu plus littéraire, un peu plus scientifique. Jusque-là, c'est pas trop compliqué le choix. Mais si on est vraiment hésitant, je dirais que c'est quand même une expérience à vivre. Parce que c'est quand même, ça reste quelque chose de difficile. Mais ça reste extraordinaire. Enfin, on découvre nos limites, on se découvre nous-mêmes, on change énormément pendant 2 ans, ça c'est sûr. Mais c'est pour le mieux. Enfin, je vois maintenant, je suis plus à l'aise pour beaucoup de choses, je suis plus confiante. Je suis moins dure avec moi, j'accepte le fait de ne pas réussir, tout simplement. Enfin, c'est beaucoup de travail sur soi-même. Tu es plus bienveillante envers toi-même. Et je dirais même que tu le dégages, tu vois, par rapport à il y a 2 ans. Mais j'ai vu l'évolution il y a 2 ans, mais encore maintenant, comme je te vois qu'une fois par an, c'est encore plus flagrant. Et effectivement, c'est important, ça, d'être bienveillant avec soi-même. Ce côté, en fait, de se comporter avec soi-même comme on le ferait avec son meilleur ami. C'est ça. Et des fois, en prépa, on oublie ça, on s'inflige des choses qu'il ne faudrait pas s'infliger. Donc ça, c'est sûr que je vois que tu l'as bien appris. Oui, mais du coup, si on hésite, autant le tenter. Parce qu'au pire, ça ne marchera pas. Et puis quoi? Il y a d'autres solutions. En prépa, si on ne finit pas la prépa, c'est pas grave. En soi, il y a d'autres solutions. On peut partir à la fac. Déjà, il y a beaucoup de réorientations qui se passent. Les réorientations se passent toujours bien. Donc ça, c'est important de le dire. Entre plein de choses, finalement. Donc, c'est pas une fin en soi. Vraiment, ça a été quelque chose qui m'a longtemps trotté dans la tête. Quelle prépa choisir? Parce que pour moi, c'était quelque chose qui allait rester toujours. Oui, certes, d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue professionnel, c'est pas une fin en soi. C'est une classe préparatoire. C'est pour une école après. Donc, peu importe le chemin qu'on prend, on arrivera, quoi qu'il arrive. En fait, c'est une formation. Il y a plein de bonnes formations. La prépa, c'en est une. C'est pas. Alors, moi, j'aurais peut-être un discours moins tranché, mais ça intéresse. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a des profils plus ou moins adaptés. Certains qui peuvent s'épanouir vraiment en prépa, d'autres qui vont pas s'épanouir. Certains, toi, je pense que tu es un peu entre les deux. Je dirais pas que c'était l'épanouissement pendant, mais ça t'a permis de t'épanouir en tant que personne et étudiante chimiste après. Donc il y a plein de profils et il y a aussi plusieurs types de classes préparatoires. Pharma, c'est
C'est une classe préparatoire quand même dans laquelle on ne rentre pas facilement, où le début de première année va être très difficile. Il y a des classes préparatoires qui sont plus accessibles, où les choses se font de manière plus progressive. Donc il y a tout ça. Il y a des classes préparatoires dans les universités, les fameuses CUPGE. Oui. Bref, il y a plein de super formations. Donc, il y a aussi des classes préparatoires intégrées pour les écoles de chimie. voilà. Chose que je ne savais pas finalement en rentrant à Fermat. Effectivement, tu en as. Et bon, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète de parler des prépas intégrés. Vous nous direz en commentaire si ça vous intéresse. J'imagine que les gens qui regardent, il y aura peut-être des questions. Est-ce que tu pourras les répondre peut-être un petit peu oui. Sous la vidéo YouTube. J'ai du temps maintenant. Voilà. Maintenant, tu as plein de temps. Oui. Donc, on va en parler justement dans la deuxième partie de l'interview juste après. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas surtout à laisser un petit mot si vous voulez dire quelque chose à Agathe, si vous voulez lui poser des questions surtout. Si vous voulez nous poser des questions ou vous avez des hésitations, des envies concernant les classes préparatoires ou d'autres formations. Et nous, on va vous tourner tout de suite une deuxième interview ou discussion pour parler de l'école de chimie, pour parler de Chimie Montpellier. Allez, salut!